Voilà, bonjour. Je suis la première auteure de ce projet. Aujourd'hui, hein, c'est moi qui parle, la première sur la liste. Donc, on a travaillé avec mes collègues. Donc là, on travaille avec des enseignants. C'est des enseignants avec lesquels on a déjà travaillé pendant 2 ans, dans le cadre d'une formation complémentaire sur le jeu, les apprentissages fondamentaux, les enjeux de saisir ou de provoquer des opportunités dans et autour du jeu. Et puis avec des passages en classe, avec des dynamiques proches de celles que vous avez présentées. Et une partie de ces enseignants nous a demandé, à la suite de cette formation, de poursuivre et de faire quelque chose à propos des conceptuels playworlds. J'y viendrai tout de suite, qui est une façon de travailler avec le jeu et les albums de jeunesse avec des intentions de développer des compétences ou des objectifs plutôt dans les sciences, mathématiques et les STEAM en général, qui a été développé en Australie par Marilyn Fleer. Et elles nous ont demandé de travailler là-dessus. Donc c'est un groupe de volontaires et nous, on n'a fait que de répondre en leur proposant une recherche collaborative sous forme de lesson study, et que dans notre contexte, on rend possible parce qu'on l'inscrit dans le cadre d'une formation continue. Parce que l'inscrire dans le cadre d'une formation continue permet de libérer les enseignants, de leur donner du temps, d'avoir accès aux classes, etc. etc. Donc, notre problématique générale, c'est que la question qui revient tout le temps, c'est comment intervenir dans le jeu des enfants comme joueurs, pour pas casser le jeu. C'est toutes les questions que vous venez de soulever. Avec toujours ce souci de si j'interviens dans le jeu, comme je suis la maîtresse, c'est fini, il n'y a plus de jeu. Et puis aussi quand même un historique très piagétien qui nous poursuit encore aujourd'hui, où l'adulte n'a rien à faire dans le jeu de l'enfant, le jeu est appelé à disparaître, etc., etc. Puis une deuxième question, la grande difficulté qu'elle relève tout au long de nos interventions, d'identifier des savoirs possibles investis par les enfants, des savoirs en bourgeon investis par les enfants dans les jeux, qu'on pourrait, autour desquels on pourrait saisir on pourrait mettre en œuvre des SAIJ notamment, par exemple, et sans casser le jeu et tout en nourrissant le jeu. Et là, j'aime beaucoup, je m'appuie toujours sur la phrase de Krasimira, c'est vraiment cette idée de apprendre pour jouer et non pas jouer pour apprendre. Dans ce contexte, on a, nous, pu observer que les connaissances des enseignantes sur les contenus enseignés étaient très peu focalisées sur la dimension du sens, que vous avez appelé les fonctions de l'écrit, par exemple, hein, mais qu'elles étaient toujours plutôt en souci de transmettre des connaissances de l'ordre du technique, hein, déclaratif, procédural. Et donc, c'est toujours ça qui est mis en avant. Et puis, quand on veut travailler dans le jeu ou avec le jeu, c'est plutôt au niveau du sens qu'on devrait pouvoir intervenir, puisqu'on devrait pouvoir repérer un enfant qui est dans une posture de scripteur sans maîtriser les outils de l'écriture. On devrait pouvoir repérer ces bourgeons et c'est peut-être là qu'il y a la plus grande difficulté. Du coup, les conceptuels playworlds nous ont intéressés parce qu'on a fait l'hypothèse que ça pouvait aider les enseignantes à prendre un rôle dans le jeu des enfants et donc à développer leurs compétences ludiques, puisqu'il y a l'appui d'un monde imaginaire qui est porté souvent par un album. Et puis que ça pouvait aussi favoriser une meilleure compréhension du sens des savoirs, puisque dans cette façon de travailler, l'idée qui est derrière, c'est qu'il faudrait que les enfants rencontrent dans une situation imaginaire un personnage pour lequel ils ont une telle empathie qu'ils veulent l'aider à résoudre un problème urgent, et que pour résoudre ce problème urgent, ils doivent apprendre quelque chose. Donc on entre bien par le sens, on entre bien par la fonction du savoir qui est en jeu, et on va aller développer quelques connaissances peut-être plus déclaratives ou procédurales, parce qu'elles vont nous permettre de répondre à cette question du sens. Donc c'est notre hypothèse de départ en travaillant avec ce dispositif. Aujourd'hui, mais on est vraiment à la fois dans cette perspective historico-culturelle, c'est-à-dire qu'on aimerait, pour pouvoir comprendre le développement, il faut générer du développement, donc être dans des situations où on essaye de tous progresser pour pouvoir faire émerger ces choses-là.
Et puis aussi quand même dans une perspective où c'est le collectif, c'est l'interaction, c'est l'intersubjectivité qui favorise de la connaissance et du développement chez les différents acteurs. Donc on s'appuie sur un dispositif de recherche collaborative qui n'est pas très loin de celui que vous avez présenté, les Lesson Study, où on part d'une question. Alors là, c'est la version classique de la Lesson Study. Nous, on a dû passablement l'adapter puisqu'on ne travaille pas avec de la matière où tout est préparé à l'avance. Voilà. Donc ça change un petit peu. On ne planifie pas une leçon, on se prépare à faire quelque chose dans la classe. Et puis idéalement, cette première question, elle est partagée par les participants. Ce n'est pas une question de chercheurs, c'est une question qui doit être une question des enseignants. Sinon, elle n'a pas de sens. Et puis on essaie d'étudier un petit peu la question. Et on planifie des moments dans les classes et quelqu'un met en œuvre dans la classe qui a été prévue et tout le monde va observer. C'est la force du modèle Lesson Studies, c'est qu'on va tous dans la classe et on va observer ce que font les enfants en réaction à ce que le groupe a donné comme mission à l'enseignant de faire. Donc ce n'est pas une personne qui enseigne, mais c'est un choix collectif porté par une personne et nous on va regarder spécifiquement ce qui se passe pour les enfants et puis on analyse ce qui se passe et ça peut recommencer jusqu'à une diffusion, jusqu'à des modalités de diffusion. Alors très rapidement, les conceptuels Playworld, comme je vous ai dit, c'est partir d'un album pour plonger les enfants dans un monde imaginaire. Dans ce monde imaginaire, ils rencontrent un personnage qui a un problème et qui vit une situation dramatique au sens drama théâtral du terme, qui demande de l'aide. Et comme les enfants sont amenés par le monde imaginaire à être en empathie avec ce personnage, ils veulent l'aider. C'est la poule qui est perdue, qui est dans un trou, et puis il faut qu'on l'aide à se retrouver où elle est pour qu'elle puisse en sortir. Dans le cas que je vais vous présenter, c'est le pauvre roi des marais, où on veut détruire son marais, et il faut absolument qu'il démontre que ce marais est beaucoup trop beau pour être détruit. Seulement le problème, c'est qu'il propose au roi de venir quand le marais fleurit, mais des chenilles viennent et mangent toutes les fleurs du marais. Et donc, le seul moment où le marais sera de nouveau beau, c'est quand ces chenilles seront devenues des papillons. Et donc, les enfants vont devoir déterminer à quel moment il faut dire au roi de venir pour être sûr que le marais soit rempli de papillons. Donc, déterminer le temps qu'il va prendre à la chenille pour devenir un papillon et déterminer avec un calendrier, à partir d'aujourd'hui, à quelle date on va faire venir le roi. Donc, ils sortent du monde imaginaire pour aller travailler ces dimensions-là et ils reviennent dans le monde imaginaire pour résoudre le problème avec le personnage. Voilà. Donc, dans le cas qui nous occupe, on a travaillé principalement sur cet album du Roi des Marais. On a étudié les savoirs qui étaient possibles, comment on faisait, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme situation dans cette histoire-là. On a préparé une première version, on l'a mise en œuvre dans 2 classes parce qu'on était très nombreux, donc on avait 2 versions, où on a discuté ensuite de ce qui s'était passé. On a préparé une version alternative ou améliorée parce qu'on a pu prendre acte de ce qui allait moins bien. On a réessayé dans 2 autres classes. Et puis pour terminer, on a essayé avec d'autres albums où les enseignantes avaient envie d'être plus autonomes et de pouvoir tester différentes pistes. Donc on a des tonnes de données qu'on n'a pas encore traitées, mais qui vont des enregistrements de tout ce qu'on a discuté à toutes les vidéos qui ont été mises en œuvre dans les classes. Alors nous, nos premiers résultats observables, c'est qu'on a pu voir une très grande différence dans la manière d'entrer dans l'histoire avec l'album chez nos enseignantes entre la première et la deuxième fois. La première fois, c'était vraiment « Il était une fois », puis on vous montre l'album, ou des choses comme ça, ou un souci de vocabulaire, etc. Puis comme vous les voyez à droite, la deuxième fois, elles ont basculé de lire vers raconter, entrer dans le monde imaginaire, et puis elles adoptaient déjà une posture de joueuse dans leur manière de raconter l'histoire. Ça, c'était très très fort comme premier effet. Une autre chose qu'on a pu voir aussi, c'est que dans le monde imaginaire, elles avaient beaucoup de difficultés à jouer. Elles gardaient cette posture de dire ce qu'il fallait faire. Et dans les 2 classes, Isabelle d'un côté, moi de l'autre, on s'est mis à jouer nous. Et c'était
stupéfiant comme ça les a libérées et comme elles ont joué elles la fois suivante. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est pas qu'elles savent pas, c'est qu'elles s'autorisent pas, et qu'il a fallu que 3 minutes on leur montre ce qui était autorisé pour que tout se débloque. Alors que ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait avec elles. Et donc le rôle la modélisation, le rôle de modèle par rapport à cette question-là, elle est fondamentale. Et puis troisième chose, mais j'ai pas y resté longtemps, mais quand même une très grande amélioration dans les outils qu'elles ont proposés aux enfants pour travailler ces dimensions de temps, où la première fois, si vous regardez en bas à gauche, le calendrier était totalement ingérable pour des enfants, même pour des adultes. Ce qui est très fort quand on les écoute, c'est que on aurait presque répondu la même chose si on nous avait posé la question à nous, quoi. Donc on voit bien qu'on est à ce titre-là dans du collaboratif. On progresse autant qu'elles, et moi j'ai jamais fait une analyse de savoir avec eux sans apprendre quelque chose moi. Et j'y arrive pas toute seule, donc on voit vraiment ce côté qui est très fort. Donc vous l'avez entendu, beaucoup d'ouverture, de lâcher prise. Cette question de la posture d'enseignante qui nous questionne quand même, hein, de quitter une posture d'enseignante pour une posture de joueuse. Pourquoi le fait de jouer ne fait pas partie de la posture d'enseignante? C'est vraiment quelque chose qui est récurrent au niveau identitaire. Des questions autour de la préparation qui nous surprennent quand même un peu, parce qu'il faut se préparer pour enseigner, c'est évident, mais que d'un coup il faut se préparer pour lire un album, ça nous a un peu surpris. Et peut-être que l'effet entre les deux fois de la qualité de raconter l'histoire, elle était aussi due à la maîtrise de l'histoire qu'elles n'avaient peut-être pas assez la première fois. Ce rapport au savoir qui est quand même questionnant, hein, l'impression de faire toujours les mêmes. Alors quand on dit qu'il faut laisser de l'espace pour le jeu dans la classe, on nous dit on peut pas, il y a le programme. Puis quand on leur dit mais le programme il n'est pas monstrueux, il y a que quelques savoirs à travailler. Puis là on dit on tourne en rond avec les savoirs, c'est assez surprenant. Et puis la question du collectif que je trouve extrêmement puissante et très rassurante qu'elle soit ressortie aussi fortement. Alors j'avais juste encore une dernière question, c'était... Elle parle toujours de formation, mais j'ai vu que dans les précédentes aussi, vous aviez toujours le mot formation qui revenait. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que nous on fait ça en formation continue, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est difficile, même si elles ressentent qu'on travaille ensemble, de ne pas nous considérer comme des formateurs. Et du coup, pour nous, c'est une recherche collaborative, très clairement. Et pour elles et eux, c'est aussi comment dire ça, c'est aussi une formation. Alors ça laisse quand même, je conclue là-dessus, comme ça le temps est respecté, des questions pour la formation et pour la recherche. Je pense qu'on a à mieux comprendre ce qui se joue au niveau de l'identité professionnelle de l'enseignante de ces premiers degrés. Il y a quelque chose qui a changé, puisque nous, les vieilles, nous revendiquions une identité professionnelle spécifique des premiers degrés, en opposition presque avec l'identité professionnelle de l'enseignant primaire. Et là, on voit au contraire que chez nous, ils sont formés tous ensemble pour la maternelle et jusqu'à 12 ans. Et on voit que c'est cette identité primaire qui prime. Et donc, quand on leur demande de faire quelque chose de spécifique, c'est comme si on leur demandait de transformer, de ne pas jouer le travail, le rôle qu'elles devraient jouer. Et puis quelque chose autour sur la construction du rapport au savoir que je pense qu'il faudrait qu'on comprenne un peu mieux. Pourquoi le savoir est réduit aux dimensions techniques, hein, pourquoi lire c'est déchiffrer, dénombrer c'est numérer, etc., etc. Et donc du coup ça pose la même question par rapport à la formation, de comment on accompagne la construction de cette identité professionnelle et de ce rapport au savoir. Et puis peut-être ça montre aussi toute cette dimension collaborative qu'il y aurait besoin de plus d'espace de type recherche collaborative déjà en formation initiale pour que ce qui émerge chez ces gens après toutes ces années puisse émerger dès le début. Merci pour votre attention.